Je reçois beaucoup de CV de gens qui, qui veulent travailler dans la distribution, mais parce qu'ils veulent faire du cinéma. Et c'est pas ça. Moi, j'ai jamais voulu faire du cinéma. Par contre, j'ai toujours aimé voir des films, convaincre les gens d'aller les voir. Donc déjà, de se dire, si les métiers de la distribution, le métier de la distribution intéresse des personnes, que ce soit pas un pis-aller pour faire de la production ou de la réalisation. Ça marche pas comme ça. Bienvenue à Cinéritage, le podcast qui place l'artiste au cœur du sujet. Merci pour vos nombreuses écoutes sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous passez par YouTube, merci de vous abonner, liker et commenter. Pour mes formations, rendez-vous sur mon site vanessatatianabe.com. En terminant, un chaleureux merci à l'INIS, partenaire présentateur de Cinéritage. Bonne écoute! Tu vois, avec Cinéritage, ça me permet de retrouver plein de gens que j'aime. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Damien, tu travailles dans l'industrie du film depuis 2005. Tu as travaillé donc au marché du film du Festival de Cannes. À cette époque, donc, qu'est-ce que tu faisais spécifiquement pour ce marché du film? Alors, c'était pas un travail lié à la programmation directement. Moi, je travaillais à la comptabilité client au marché, ce qui était en fait assez sympathique puisque, donc alors précisément, en 2005, j'ai commencé à travailler pour le Festival du Nouveau Cinéma, donc Oui. à Montréal. Oui. Et à l'époque, je partageais ma vie entre la France et le Québec. Et en fait, je sortais de la FEMIS. J'avais fait l'école de cinéma à Paris, la FEMIS, en me spécialisant en distribution, et j'avais commencé à travailler pour Réseau Film, qui est une boîte de distribution et de vente internationale en France, qui avait fait Two Days in Paris, par exemple, de Julie Delpy, ou qui avait, Oui. ils avaient sorti Bernie d'Albert Dupontel, etc. Et donc, j'avais fait mon stage chez eux, et j'avais un autre stage à faire pour la FEMIS, et j'étais venu au Festival du Nouveau Cinéma. Ah, d'accord. Et puis, comme je partageais ma vie 6 mois en France et 6 mois au Québec, après Réseau Film, en fait, j'ai trouvé, grâce à une amie, ce travail au marché du film. Et c'était assez chouette puisque, d'un côté, moi, j'avais les activités en programmation au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Oui. Et de l'autre côté, j'avais accès un peu à la partie vraiment business, en fait, des ventes internationales grâce au marché. Tu as dû ramener quand même quelques scoops là, au Festival du Nouveau Cinéma, là, j'imagine. Alors, Parce que tu avais des primeurs. c'est sûr qu'à côté, effectivement, à côté de ça, je sais que le soir, du coup, je pouvais faire des rendez-vous avec des vendeurs parce que j'étais sur place, parce que j'étais à Paris C'est ça. pendant 6 mois de l'année. Et du coup, effectivement, oui, ça me permettait de prendre beaucoup d'avance sur la programmation du Festival du Nouveau Cinéma. Exactement. Écoute, c'est une vie quand même exaltante, là, mais c'est à cette époque qu'on s'est connus. Je me souviens. Puis Ouais, c'est vrai que tu exactement. faisais Ouais. 6 mois ici, 6 mois là-bas, donc c'était pas mal. Ouais. Donc, tu as dirigé aussi des activités de distribution. Ça, c'était chez iStill Film, Exactement, ouais. plus spécialisé dans le documentaire. Hein? Alors, oui, pas vraiment. En fait, iStill Film, qui est donc une boîte de production de documentaires, ils venaient de monter leur structure de distribution pour sortir leurs propres films. Et ils sont venus me chercher, en fait, alors que j'étais au Festival du Nouveau Cinéma, pour me proposer de diriger leur structure de distribution, Oui. avec, dans l'idée d'une part, de sortir les films produits par iStill Film, donc plutôt des documentaires, Oui. mais aussi d'aller chercher des fictions auxquelles moi j'étais habitué, donc vraiment de l'art-essai, du cinéma international, pour que justement l'activité de distribution d'iStill Film ne soit pas limitée aux documentaires. Ah, voilà, c'est ça. Pour qu'on ne soit pas étiqueté distributeur uniquement de documentaires, et surtout de documentaires d'iStill Film. OK. Il voulait quand même de la diversité. Par la suite, tu es devenu, rien de moins quand même, c'est un poste important, directeur de la distribution pour Métropole Film. Oui, alors exactement. Et là, du coup, Métropole, ils sont venus me chercher. C'était Stéphanie Trépanier qui dirigeait la distribution à ce moment-là. Oui. Et puis, elle est partie vivre aux États-Unis. Donc, j'ai rencontré l'équipe, on m'a proposé le poste. Et puis, c'est sûr que Métropole, c'était catalogue de sorties de Métropole a toujours été très impressionnant. Oui, Et, c'est ça. Est-ce qu'on parle que tu sors, disons, en salle, là, une quarantaine de films par année? alors, c'était juste jusqu'à la pandémie, ouais. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est ça, c'est effectivement beaucoup de sorties. Alors, c'est pas 40
films en salle de même taille, hein, Oui. évidemment. En fait, il y a aussi pas mal de films en VOD quand même, de plus en plus d'ailleurs, en fait, qui sortent directement en VOD. Il y a des sorties qui sont assez confidentielles aussi, qui sont surtout juste à Montréal et Québec et tout ça. OK. Mais oui, je suis passé d'une douzaine, voire une quinzaine de films par an à effectivement plus d'une trentaine, ce qui a été un changement assez radical. Un profil de film aussi bien plus alléchant et puis Oui, des je comprends. perspectives de distribution, tout un monde Oui. qui s'ouvrait à moi que j'avais pu juste toucher du doigt à peine. Oui, c'est ça. Bon, la distribution, c'est sûr, on le sait, hein, c'est quand même une expertise en soi. Donc, toi, tu fais entre autres l'acquisition de films dans les festivals et les marchés du film, donc à travers le monde entier. Bon, si on fait abstraction de la pandémie, là, Damien, parce qu'on le sait que ça a bousculé tout le monde, Ouais, ouais. mais on sait aussi que, ouf, on revient bientôt vers la normalité. Mais si on exclut là, la pandémie, donc une journée type là, pour Damien, quand il fait l'acquisition de films dans ces marchés, donc comment ça se passe? Parce que souvent, les gens ne s'imaginent pas, tu sais, tout le travail qu'il y a derrière, parce que c'est des journées exigeantes là, dans ces contextes-là. Donc, peux-tu me décrire un peu ta journée type? Alors, la journée type au bureau, alors déjà, l'acquisition, elle se fait en concertation, hein. Je suis pas tout seul, il y a un directeur des acquisitions chez Métropole. Lui, il va essayer de voir au-delà, en fait, sur le long terme, qu'est-ce qu'on peut faire en vente télé, qu'est-ce qu'on peut faire en VOD, etc. Donc, c'est jamais des décisions qu'on prend seul. Oui. Moi, mon travail principal dans la semaine, c'est de mettre les films en salle. Donc, typiquement, le lundi, c'est la journée de programmation et c'est la journée où on parle aux exploitants, on regarde qu'est-ce qu'on venait de sortir, qu'est-ce Oui. qui reste en salle, comment on essaie de placer les prochains films. Et puis ensuite, tout le travail qu'il y a autour. C'est pas un travail, disons qu'il y a des choses qui reviennent toutes les semaines, effectivement. Le Oui. lundi, c'est toujours ça. Il y a comme Mais une petite sinon, routine, si on veut. voilà. OK. Mais sinon, on va parler plus de mois en mois, en fait. On va dire, quand on sort un film, bah, c'est un mois en avance. Il faut savoir déjà se mettre d'accord avec les producteurs sur l'affiche, sur la bande-annonce, Oui. sur le plan de promotion qu'on va faire. Est-ce qu'on Oui. va faire de l'affichage sur tel film parce qu'on est en plein hiver et que l'affichage, est-ce que ça sert ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on va acheter comme publicité dans les journaux? Est-ce qu'on va faire des pubs télé? Tout ce genre de décisions qui se prend en amont et qui après va se préparer petit à petit. C'est de la routine parce que effectivement c'est un peu le même processus pour chaque film, Oui. mais en même temps c'est jamais toutes les semaines se ressemblent pas en fait. Non, c'est ça, c'est ça. Mais quand tu es en déplacement, donc à l'international, prenons, je ne sais pas, le marché du film à Cannes, Ouais. sûrement tu vas à Berlin. Alors, vous voyagez en équipe, donc il y a ce fameux directeur des acquisitions. Est-ce que Ouais. vous planifiez donc en amont les rencontres qui se dérouleront sur place? Vous arrivez sur place, il y a aussi un peu d'improvisation selon les rencontres, les échanges, mais est-ce que vous avez quand même déjà ciblé des films en particulier? Et quand vous voulez ces films, est-ce que ça devient une lutte pour l'obtenir ou comment ça se passe? Alors oui et oui. Oui, Euh, oui, effectivement, les marchés, ça s'aborde aussi en avance. Là, on est déjà en train de préparer, même sans avoir la liste des films qui vont être à Cannes. On est déjà en train de préparer nos rendez-vous, en ah, fait. OK, Parce parfait. disons, on a une petite idée de ce qui va aller à Cannes, parce qu'on a déjà fait des rendez-vous à Berlin, et puis moi, au rendez-vous d'Unifrance avant, OK, en janvier, en février. Donc, je sais à peu près ce qui risque de se retrouver à Cannes. oui, Donc, je sais par quel vendeur et je sais ce qui est disponible. Et du coup, on prend déjà, là, on les prend en ce moment, mais on les prend pour la mi-juin, donc un petit peu avant le marché, les rendez-vous avec les vendeurs. Donc, oui, ça se prépare. Et puis, on va dire, hors pandémie, pour un festival de Cannes, quand le marché a lieu en même temps que le festival, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se répartit les rendez-vous. OK, Donc, quand on est sur place, on essaye de prendre des rendez-vous d'une demi-heure avec les vendeurs pour avoir une idée de ce qu'ils demandent sur chaque film, qu'est-ce qu'ils ont comme film aussi qu'ils n'ont pas en ce moment à Cannes, mais qui sont dans les tuyaux, ce genre de choses. Et puis, on essaye de jongler avec les séances. Donc, il y a les séances officielles, des oui, films en compète, mais il y a aussi les séances marché. Et puis, il y a les séances
du marché qui ne sont pas annoncés. Moi, j'adore les marchés, et Oui. particulièrement le Festival de Cannes. On voit 6-7 films par jour, si on veut, à Cannes. Du coup, on ressort de ces journées-là avec quelque chose de très intuitif, en fait. On n'intellectualise pas les films. Non, On c'est ça. sort d'une journée Oui. et on se dit, OK, qu'est-ce qui me reste? Et puis, et on se dit, si ça me reste, si je l'ai dans le ventre, là, ce film-là, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Oui, mais c'est extraordinaire, j'imagine aussi comme sentiment de se dire, waouh, on a réussi, on a mis la main sur ce film, c'est nous qui Et l'avons. voilà. Et après, effectivement, il y a cette autre partie-là qui est, du coup, bah, quand on a des films qui nous intéressent, au rendez-vous avec les vendeurs, on va proposer d'acheter les films. Et là, c'est vraiment un système d'enchère, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un minimum garanti, qui est en fait la somme que le distributeur va avancer au vendeur pour avoir le droit de distribuer le film sur un territoire. Oui, Et bah, évidemment, si moi j'aime le film et que je mets 50 000 $, rien ne dit que un concurrent va pas être prêt à mettre 60 ou 70. Et donc du coup, bah, les vendeurs nous disent attention, vous n'êtes pas tout seul dessus, les enchères montent, est-ce que vous seriez prêt à ouais, mettre ouais, ouais, plus? ouais. Et puis bah, là, il faut se concerter avec l'équipe et voir, ok, si on met donc un minimum garanti, évidemment, on le récupère sur les entrées qu'on va faire dans la salle avec les ventes télé, Ouais, mais il faut savoir évaluer en fonction de notre intérêt pour le film, aussi quel est son potentiel commercial, ouais, et jongler entre nos goûts personnels et puis ce qu'on attend des goûts des spectateurs, en fait. ouais, c'est ça. Et voir est-ce qu'on est prêt à mettre jusque-là, et donc voilà, c'est un jeu d'enchères et de paris, en fait. Très honnêtement, là, dans la partie que tu viens de décrire, un distributeur indépendant, là, c'est ouch! C'est pas facile, là. Si lui, il Non. veut essayer de miser, là, tu veux dire son minimum garanti, tu sais, c'est peut-être qu'il peut pas mettre 50 000 là, pour le film, là. Donc, Ah non, non, exactement, mais c'est comme ça que se fait la répartition aussi. Moi, quand eh j'étais oui. chez iSteel Film, je voyais à quel point c'était compliqué d'accéder. Ah oui. Et puis, alors ça, on peut rentrer dans la politique mais de la distribution, mais il y a aussi les États-Unis qui rentrent en jeu là-dedans, parce que de plus en plus, les États-Unis, enfin, ça fait longtemps que c'est comme ça, cela dit, achètent pour toute l'Amérique du Nord. Donc, en fait, nous, quand on voit des films à Cannes, même si le film nous intéresse pour le Canada, des fois, eh bien, on est prêt à mettre 50, 60, 70 000. Et puis les États-Unis arrivent et disent, eh bien, nous, on va mettre 500 000 sur toute l'Amérique du Nord. Ah Et ils ouais. disent aux vendeurs internationaux européens, bah, écoutez, nous, on prend le Canada et les États-Unis pour cette somme-là. Et pour eux, le Canada, c'est tout petit par rapport au marché américain. Et Ouais. du coup, on se retrouve à devoir discuter non plus avec les vendeurs internationaux, mais avec le distributeur américain pour pouvoir récupérer les droits au Canada, quoi. Ça, c'est pas cool, par exemple, là, mais je veux dire, au niveau politique, Alors, c'est effectivement étrange parce que de considérer, mais bon, les distributeurs américains ont toujours considéré le Canada comme le marché local. ouais, Après, effectivement, on peut se poser la question de est-ce que les vendeurs internationaux doivent jouer le jeu ou séparer les territoires? C'est sûr que bah, il ouais. n'y a pas de loi, hein, il n'y a pas de Non, règles c'est là-dessus, ça. donc Il y a rien en place, là. effectivement, c'est comme quand Netflix débarque. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, on discutait sur un film et puis même à signer le film. Et ensuite, le vendeur me dit bah, en fait, Netflix nous a proposé une Ah, somme extravagante pour prendre tous les territoires. Est-ce qu'on peut déchirer le contrat et faire comme si ça n'avait jamais existé, quoi. ah, OK. Et bah, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Quand tu lances un film québécois, donc dans ta stratégie, je suppose que tu cherches quand même prioritairement à le lancer à l'extérieur du Québec pour lui donner le temps de se bâtir une réputation à l'international. Est-ce que pour toi, c'est une stratégie importante Ouais. Alors, d'éviter de sortir le film, par exemple, ici en festival? As-tu l'impression que tu brûlerais des chances ailleurs? oui, oui, tout à fait. En fait, c'est même principalement la stratégie. Alors, c'est pas moi qui m'occupe des festivals internationaux, puisque ça, en général, quand un film est produit au Québec, donc il va avoir un distributeur canadien, Oui, mais il va avoir un vendeur international. Donc ça, c'est le travail du vendeur et du producteur de mettre les films à l'international. Mais nous, on va certainement pas se précipiter à sortir le film au Québec avant que le film ait une réputation ailleurs. oui, Typiquement, on a sorti donc Mon année Salinger de Philippe Falardeau. oui, Ça ne nous serait pas venu à l'idée de mettre le film au Festival du Nouveau Cinéma
ou au rendez-vous Québec Cinéma Oui, avant que le film soit proposé à Berlin, par exemple. c'est ça. OK. Et du coup, c'est essentiel que, typiquement, hein, un film comme ça aille à Berlin. Il avait fait l'ouverture à Berlin. Il se trouve qu'il n'y a pas eu Toronto, mais enfin, Toronto a été perturbé, mais en temps normal, je suis sûr que le film aurait été présenté à Toronto. OK. Et voilà, on travaille comme ça avec des festivals d'envergure qui vont donner, on appelle ça souvent une espèce de supplément d'âme au film, en fait, pour en faire une œuvre d'art que les gens attendent. Et puis ensuite, on revient triomphant avec tous les lauriers Oui, sur oui, oui. l'affiche dans un festival québécois. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Damien, de surévaluer ou sous-évaluer le potentiel d'un film, là, quand vous Ah l'avez bah, sorti? oui, bien Oui. sûr. Ouais, ouais. As-tu un Même, exemple? euh, alors oui. Alors, je vais prendre un exemple de film sous-évalué Oui. parce que les autres sont assez embarrassants. OK. Mais par exemple, Capharnaüm Oui. de Nadine Labaki, moi je le voyais tout petit au Québec. Oui. Et puis voilà, donc j'avais pas trop d'espoir. Et puis là, on a fait une avant-première avec, je pense, le Festival de films libanais au Québec. D'accord. On fait une avant-première et là, méga carton, la salle est pleine, ils veulent remplir une deuxième salle, puis on leur dit bah oui, allez-y, et puis la deuxième salle est remplie. Et puis là, on sent qu'il se passait quelque chose. Et sauf que le film sortait à une époque où on avait énormément de sorties, puis énormément de gros films. Je me souviens que Capharnaüm, ça sortait juste après Cold War, et Cold War lui-même sortait juste après Une affaire de famille, qui avait eu la Palme d'Or, le film de Koreeda. Et nous, on sortait ces trois films-là en l'espace d'un mois. Ah oui. Donc moi, ma tête était un petit peu ailleurs. Et au moment de sortir Capharnaüm, en fait, c'est Capharnaüm qui a fait le plus de Oui, box-office oui, des ça trois films. connaît, quoi. Ah oui, OK. Et je l'avais, mais alors pas du tout vu venir. Même chose avec, on a sorti un film qui s'appelle Une femme en guerre, qui est un film islandais qui était la même année à Cannes, que je voyais beaucoup plus petit et qui en fait est sorti à un moment très calme. Il est sorti fin mars au Québec. Oui. Et en fait, le cinéma Beaubien est devenu la première salle en Amérique du Nord sur le film. OK. Et ça, on ne l'avait pas du tout prévu. Mais à l'inverse, moi, ça m'est arrivé. Je sais que à Style Film, malheureusement, j'avais eu un beau succès avec le film Médecin de campagne de Thomas Lilky, Oui. qui a fait la série Hippocrate récemment avec Virginie Efira. Oui. Et Médecin de campagne marche très bien, film avec François Cluzet, le film a vraiment une belle cote. Et là, il fait un nouveau film qui s'appelle Première année, sur des étudiants de première année de médecine. Oui. Et moi, j'ai un coup de cœur sur le film. Et je me dis, le monde de la médecine, le monde des étudiants et tout, ça va bien marcher. Et du coup, on le sort le même jour que la France au Québec. Et personne n'est allé. Le film a eu 2 étoiles dans Le Ah Devoir oui. ou La Presse. Enfin, je veux dire, ça a été un échec monumental. Et celui-là aussi, je ne l'ai pas vu venir. Ah oui, Donc, OK. Bon, ça arrive. voilà, ça arrive. Après, des fois, heureusement, on vise juste aussi. The Square, par exemple, Ouais. je savais que ça allait marcher, ça a marché. Tout s'est passé exactement comme j'avais prévu. Ça, c'était très chouette. Je pense que c'est le lot de tous les distributeurs hein, de se tromper. Oui, tout à fait. Et ne jamais sous-estimer les petits films indépendants. Exactement. Il y en a Ouais. qui arrivent à cartonner, là, mais ça fait trop plaisir quand on voit ça. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de cinéastes qui se lancent dans l'autodistribution, bon, des fois par choix, des fois parce qu'ils y sont obligés. Souvent, ces cinéastes aussi me disent, bon, il manque de producteurs au Québec, mais est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il manque de distributeurs? Alors, manquer de distributeurs, peut-être. Il y a peut-être. Je sais qu'à l'époque où on a commencé à Style Film, en fait, il y avait pas mal de cinéastes donc, qui venaient nous contacter puis qui nous disaient bon je ne sais pas à qui confier mon film. Je me suis rendu compte que ouais, on avait un petit créneau à prendre quand même sur un type de film. Oui, Donc je pense que c'est toujours bien. Là, il y a H264 qui s'est allié à Fragment oui, pour faire de la distribution de long. Je pense exactement. qu'il y a un vrai créneau à prendre justement pour eux qui sont aussi agrégateurs, qui sont sur les sorties numériques. Ouais, Ils ont une nouvelle façon de penser la distribution et c'est bien. Ça donne un coup de fouet à tout le monde. tout à C'est très fait. chouette. Oui. Donc, il y a de la place, il y a de la place, là, pour quelqu'un qui veut Donc, se lancer, là, il y a de la place. donc voilà, ouais. Je pense je pense qu'il y a quand même de la place. OK. Mais après, je sais que l'exemple de Fragment
pour le coup, ça a commencé par un cinéaste qui voulait distribuer ses propres films. Comme le marché est assez petit au Québec, finalement, entre l'exploitation, le numérique, c'est pas une mauvaise idée non plus, en fait, sur des films qui sont sur des documentaires, sur des films d'auteur. Et là, bon, on sait qu'il y a plusieurs plateformes qui existent pour que les jeunes cinéastes puissent inscrire leurs films et puis avoir accès finalement à tous ces appels à films, à tous ces festivals. Mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de jeunes cinéastes qui s'éparpillent à inscrire leurs films, tu sais, un peu partout, à trop d'endroits? Certains finissent même par s'épuiser et se ruiner parce qu'il y a quand même un coût qui est relié à tout ça. À trop d'endroits, dans trop de festivals, tu veux dire? Ouais, tu sais, trop d'applications finalement pour espérer en avoir quelques-unes. Est-ce que c'est mieux pour toi d'avoir quand même si on autodistribue son film, d'avoir une stratégie claire, s'en tenir vraiment à des festivals qui auraient quand même une affinité avec ton film, ou d'essayer partout de prendre une chance puis d'espérer avoir une réponse positive? Non, alors c'est toujours mieux effectivement d'avoir une stratégie. En général, quand on parle avec des cinéastes, même si je distribue pas les films, Oui, euh, moi j'essaie toujours de dire, voyons avec des cercles concentrés. Qu'est-ce que vous recherchez déjà dans les festivals de catégorie A? Est-ce que votre film, il doit aller en étant réaliste, hein, évidemment. Est-ce que c'est un film pour Cannes? Est-ce que c'est un film pour Sundance? Est-ce que c'est un film pour Toronto ou pour Berlin? oui, Ou dans le cas d'un documentaire, est-ce que ça doit aller à Vision du réel, à Hot Docs? Voilà. Essayons de penser d'abord comme ça, en termes de festival de catégorie A. Ensuite, si on n'arrive pas à avoir cela, qu'est-ce qu'on va chercher d'autre? Sunny Side of the Docks, est-ce qu'on va chercher Locarno, est-ce qu'on va chercher et toujours d'aller du plus grand au plus petit, oui, et d'abord de viser comme ça plutôt que d'essayer d'envoyer chez tout le monde, oui, c'est ça. et puis de recevoir une invitation d'un petit festival, et puis de se dire mince, est-ce que je prends lui ou est-ce que j'attends que Sundance me rappelle, tout ça. Oui. Euh, donc oui, c'est toujours mieux d'essayer de prévoir, De de le toujours prévoir. viser plus grand, et puis ensuite d'aller vers la modestie, Oui, plutôt que d'envoyer à tout le monde d'un seul coup. Et effectivement, comme tu dis, en plus les coûts oui, peuvent être rapidement exorbitants, quoi. Exactement. Oui, il faut quand même le planifier là, dans un budget, hein. Pour toi, Damien, une campagne réussie là, pour un film, c'est quoi? Alors, ça dépend vraiment du film, OK. mais je pense on va raisonner en termes de public. Je pense qu'une campagne réussie pour un film d'auteur, mettons, Oui, c'est déjà donc une bonne stratégie de festival, en fait. Que le film, comme je disais tout à l'heure, que le film arrive dans la salle avec ce supplément d'âme qui fait que les gens vont voir autre chose qu'un énième produit, ou voilà, un énième film qui sort, oui. mais qu'ils se disent ah tiens, celui-là, j'en ai entendu parler, il s'est fait applaudir dans tel festival, je l'attends depuis longtemps. Et puis ça, on rejoint un peu la problématique de Netflix, Amazon, toutes ces grosses plateformes qui proposent les films en VOD, et puis qui disent bah allez, on casse tout, la fenêtre salle, maintenant on peut sortir les films partout en même temps et tout ça. Oui, oui. Faut voir de quel film on parle. Quand on est dans du cinéma d'auteur, on n'aura jamais la même force de frappe marketing que The Queen's Gambit ou n'importe quel film, ou là Oxygène, je vois d'Alexandre Aja, Oui, n'importe quel film sorti par Netflix qui va avoir des moyens financiers phénoménaux, à la fois pour promouvoir la plateforme et pour promouvoir des produits d'appel sur la plateforme. Nous, on fonctionne pas comme ça. Un film d'auteur, un film à réessai, il a besoin de tous ces réseaux parallèles, donc des festivals, du bouche à oreille, pour exister face aux mastodontes et même au cinéma hollywoodien. C'est pas une logique marketing qu'il faut avoir avec ces films-là, c'est vraiment une logique de cinéphilie, en fait. oui, Dans quel cercle cinéphile je vais pouvoir aller piocher pour que le film ait une existence avant sa sortie. d'accord. Pour faire d'une longue phrase, pour répondre à ta question, je pense que c'est ça. Une sortie réussie, c'est une sortie où on est capable d'être assez inventif pour faire avec les petits moyens marketing qu'on a pour que le film existe autant, si ce n'est plus longtemps, que les grosses machines hollywoodiennes.
Parce que c'est ça la grande différence au final, c'est que un film hollywoodien, ça va être du tout venant. Il en sort toutes les semaines, ça va faire énormément d'argent sur les 2 premières semaines, et puis après Ouais, ça va s'écrouler, et puis ensuite 5 ans après, on n'y pense plus. Alors que le but avec le cinéma art et essai, c'est que 5 ans, 10 ans après, on en parle encore, et que le film a encore une vie. et oui, ils ont eu un écho favorable au niveau social, même au niveau culturel. C'est vrai que ça marque les esprits quand même. Exactement. Et il faut que la campagne marketing, elle reflète aussi ça. Oui, tout à fait. En terminant, Damien, donc moi, je trouve ton parcours vraiment intéressant. Tu sais, tout ce que tu as fait là comme, comme travail, tu sais, moi, je trouve que tout se tient. Tu es vraiment devenu un spécialiste de la programmation, de la distribution. En tout cas, tu es quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect dans le milieu. Des Damiens, là, il en faut beaucoup dans notre milieu. Merci. Donc, tu es bien placé, évidemment, tu sais, pour donner des conseils et tout. Mais est-ce que tu as l'impression, malgré toutes tes années d'expérience, d'avoir encore des choses à apprendre ou si tu as l'impression que ce métier n'a plus de secret pour toi? Si, non, enfin, déjà dans le milieu de la distribution, je veux dire, il y en a plein, hein, des gens compétents. Et oui, non, bien sûr, ne serait-ce que le passage à Métropole avec une taille de film beaucoup plus importante, Oui, OK. de sortir des films américains pour le coup, ce que j'avais jamais fait avant, C'est vrai. puisque ça m'a emmené dans un tout autre monde avec des tailles de budget auxquelles j'avais pas accès avant et tout ça. Donc non, là pour le coup, à Métropole, je suis en train d'apprendre sur chaque sortie. Ah oui, voilà, c'est Euh, intéressant. OK. Même là, avec la pandémie, en fait, sur les sorties VOD, en fait, sur tout ce qui va être le day and date, qu'on multiplie en ce moment, puisqu'il nous manquait des salles, mais de voir que, effectivement, il y a des stratégies aussi sur la VOD, sur la SVOD, donc les systèmes d'abonnement et tout ça, qui n'était vraiment pas mon expertise avant à iSteel Film. OK. Donc, oui, tout à fait. Non, je pense que tous les distributeurs, là, en ce moment, sont en train d'apprendre, en plus, avec les nouveaux paradigmes, ça change tout. Oui, On ne peut j'imagine. pas se reposer sur nos lauriers, Non, c'est ça. particulièrement en ce moment. Et ton ultime conseil que tu pourrais donner donc aux jeunes surtout qui nous écoutent, par exemple, ce que tu aurais aimé savoir là, au début de ta carrière, puis tu sais, des fois, ça nous prend des années avant de comprendre ces choses-là. Puis finalement, tu veux leur donner un petit truc pour faire accélérer un peu leur parcours. Qu'est-ce que ce serait? Alors, d'une part, il y a souvent moi, je sais que je reçois beaucoup de CV de gens qui, en fait, qui veulent travailler dans la distribution, mais parce qu'ils veulent faire du cinéma. OK. Et c'est pas ça. Moi, j'ai jamais voulu faire du cinéma. Moi, là, par contre, j'ai toujours aimé voir des films et en parler, convaincre les gens d'aller les voir. Donc déjà de se dire si les métiers de la distribution, le métier de la distribution intéresse des personnes, que ce soit pas un pis-aller pour faire de la production ou de la réalisation. Ah, d'accord. Ça marche pas comme ça. Le métier de distributeur, c'est vraiment le métier de, allez, on va dire spectateur plus. C'est moi, j'étais toujours très boulimique de cinéma. Oui. J'ai pendant les années du FNC, entre le FNC et le marché du film, je voyais à peu près un peu plus de 300 films par an au cinéma, dont une bonne moitié au cinéma. Et donc c'est ça. Je pense que la clé, c'est de voir des films beaucoup, tout le temps, Oui. et qu'il n'y a que ça qui affine aussi son regard. Oui. De savoir bien évaluer ce qu'aime le public et surtout de ne pas être sectaire sur ce qu'on voit. Oui. Moi, j'aime tout. J'ai pas de genre en particulier. Je sors de la RSM et j'aime tout. J'allais tout voir, du cinéma hollywoodien au plus obscur documentaire. C'est ça, de ne pas discriminer ce qu'on va voir aussi, c'est très important pour bien évaluer les goûts du public ou des publics et évaluer ses propres goûts et avoir un aperçu de tout ce qui se fait dans le cinéma. Donc je pense que ça, c'est la clé, surtout vraiment voir des films. Si on n'a pas envie de voir 300 films par an, ça sert à rien d'essayer de travailler dans la distribution. Merci beaucoup. À bientôt, Damien. Merci, à très bientôt. C'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir consacré du temps à nous écouter. Merci de vous abonner, liker, partager et commenter. Alors voilà, j'ai déjà hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt et portez-vous bien.